Des jardins secrets, des tours végétalisées, des lieux de vie totalement réinventés. On va rêver dans cette émission. Cap sur 2050. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités dans cette émission pour parler ville de demain, pour se projeter sur 2050, pour rêver aussi. Deux invités qu'on est très heureux de recevoir sur le plateau. Vincent Calbeau, bonjour. Bonjour Olivier. Vincent Calbeau, architecte et à la tête de l'agence Vincent Calbeau Architecture. Arnaud Pagès, bonjour. Bonjour. Journaliste, auteur et conférencier, tous les deux présents pour parler de ce livre, Ville 2050. Toutes les questions environnementales, les questions pour ceux qui se projettent aussi, qui s'intéressent aux villes du futur, toutes les générations, des bâtiments, des cités, expliquées de façon très pratique que l'on va voir. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on va voir notamment des exemples, et c'est un livre qui est absolument remarquable. Question d'introduction peut-être à tous les deux pour bien comprendre en fait ce qui vous réunit. Quel a été le lien? Qu'est-ce qui vous a réuni pour ce livre Ville 2050? Arnaud. Alors, moi, donc, je suis journaliste, je travaille sur les questions urbaines depuis déjà plusieurs années et je connaissais le travail de Vincent. Voilà, et donc j'avais sorti un précédent livre dans lequel je l'avais interviewé et on s'est dit un peu d'un commun accord que ce serait intéressant de faire un ouvrage ensemble qui reprendrait ses travaux pour montrer un petit peu les nouvelles évolutions de l'architecture dans une logique écologique, et sociale et humaine, en fait, quoi. Donc ça s'est passé comme ça, en fait, réellement. Vincent. Et donc moi j'ai toujours à cœur d'accélérer l'innovation, de secouer la trousse à outils de l'architecture et de l'urbanisme. Et donc je trouvais très intéressant de sortir du jargon architectural et de travailler avec Arnaud pour expliquer de façon la plus pédagogique qui soit toutes les solutions qui existent aujourd'hui pour accélérer cette fameuse transition écologique. Alors on va le voir. On va voir notamment 4 exemples, justement parce qu'il y a des choses totalement utopiques qui ne verront pas le jour, et puis il y a des réalisations, des choses très concrètes. On va commencer tout d'abord avec Tao, direction Taipei. Vincent. Donc effectivement, j'ai eu la chance à 32 ans, en 2010, de remporter un concours international face à Zaha Hadid et Norman Foster, des grands prix Nobel d'architecture, pour construire une tour de 50 000 mètres carrés, une tour résidentielle, qui est une tour antisismique, construite sur la plus grande faille sismique au monde, au lendemain du tremblement de terre de Fukushima. Et cette tour, en fait, elle a reçu la plus haute certification environnementale mondiale, qui est la certification LEED Platinum, attribuée par l'US Green Building. Et donc, cette tour, en fait, elle vient limiter au maximum la quantité d'énergie dont on a besoin, en assurant une hyper-isolation thermique au bâti. Elle intègre des énergies renouvelables, comme par exemple des grandes pergolas solaires, photovoltaïques et thermiques, qui produisent l'électricité et l'eau chaude sanitaire pour l'autoconsommation du bâtiment. Et elle est recouverte de plus de 23 000 plantes, arbustes et arbres qui viennent créer une véritable forêt verticale, absorbant jusqu'à 135 tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère. Et esthétiquement, c'est très spectaculaire. Les enjeux, Arnaud. Alors, quand je parlais de nouvelle architecture, on est complètement dedans. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les villes, elles ont 2 enjeux prioritaires qui sont déjà de décarboner, parce qu'elles sont extrêmement émissives en CO2. Donc, c'est ce que la végétalisation va permettre de faire, mais également d'être adaptée à l'augmentation des températures qui produit toute une série de conséquences tout à fait néfastes. Mais c'est également ce que permet la végétalisation. Et puis, au-delà de ça, il y a cette idée d'avoir une architecture intelligente qui tire parti de l'environnement, qui est parfaitement adaptée au terrain, à son environnement direct, et qui est de ce fait extrêmement résiliente. Voilà. Donc, est-ce qu'elle a été, Vincent, fidèle à votre vision initiale ? Alors, je vous invite à découvrir, notamment sur Internet, les premiers croquis qu'on avait fait de cette tour. Et on a eu la chance de travailler avec un client absolument génial et visionnaire, BES Engineering Corporation, qui nous a suivis pour faire en sorte que ce croquis, ce rêve, cette utopie, comme on l'appelait au début, soit réalisé parfaitement. Donc, pas de concession, pas de frein. Non, pas de concession, et plutôt un encouragement. Parce qu'il faut savoir, par exemple, l'Asie du Sud-Est, elle a été beaucoup montrée du doigt parce qu'elle est devenue l'industrie, le siège de l'industrie mondiale. Et aujourd'hui, eh bien, les habitants, notamment de Taïwan, veulent devenir exemplaires et prouver au monde entier qu'on peut aujourd'hui assurer la transition écologique à travers des bâtiments exemplaires et ensuite faire en sorte que ces bâtiments deviennent démocratisables et accessibles pour le plus grand nombre. Deuxième exemple, alors toujours à l'international, et là, direction Dubaï avec The Green Arch.
peut-être les enjeux, Arnaud? Oui, alors dans ces nouveaux bâtiments dont on parle, l'idée c'est d'hybrider en fait toutes les solutions innovantes qu'on a aujourd'hui à notre disposition, la fameuse nouvelle trousse à outils de l'architecture. Ouais. Donc on va mettre en effet des énergies renouvelables, de l'économie circulaire, des biomatériaux, du bioclimatisme. Et ce bâtiment a une particularité, c'est qu'il peut être démonté pour être remonté ailleurs. Donc ça veut dire que c'est du coup une architecture particulièrement durable parce qu'elle répond à un usage à un moment donné précis, mais elle peut ensuite répondre à un autre usage à un autre moment en fait. Donc c'est une façon d'accélérer la durabilité en fait du bâtiment. Très bien. Alors on poursuit ce tour du monde et on va s'arrêter sur 2 projets en France. Tout d'abord à Aix-les-Bains, c'est Métamorphose, les anciens termes nationaux qui sont en construction, en chantier actuellement. Vincent. Donc effectivement, nous, ce qui est très important, c'est de dessiner des architectures bioclimatiques, c'est-à-dire des architectures qui soient dessinées en fonction de la course du soleil et de l'axe des vents dominants. Ici, on a eu la chance de remporter en 2018, en association avec Bouygues Immobilier, la Métamorphose des anciens termes, qui est un magnifique bâtiment construit depuis l'époque néoclassique vers l'art nouveau et l'art déco. Et inscrit monument historique. Inscrit monument historique depuis 2 siècles, avec des vestiges romains qui datent de 200 ans avant Jésus-Christ, sous la toiture du bâtiment qu'on a transformé en nouvelle place publique, offrant ainsi un belvédère accessible à tous, avec des vues époustouflantes vers le grand paysage savoyard. Et on propose la construction de 2 forêts verticales en béton bas carbone, utilisant des isolants biosourcés et qui sont entourés de plus de 3,5 km de jardinières, venant rapatrier le paysage alpin qu'on peut trouver sur Lubac et sur l'adret du Mont Revard, directement en centre-ville. Et finalement, c'est un projet qui lutte avec force contre l'étalement urbain à l'horizontale et contre l'artificialisation des sols en venant viser la sobriété foncière. 220 logements, je crois, en chantier pour une livraison prévue en 2028. Arnaud, complément d'information? Oui. En fait, concrètement, un des grands enjeux, c'est bien sûr la transformation de l'existant, puisque l'essentiel de nos villes, l'essentiel de la ville de demain est déjà là, avec des bâtiments qui peuvent dater du XXe siècle, mais du XIXe, voire même plus ancien, XVIIIe. Donc, il faut trouver les modalités qui vont permettre, en fait, de transformer cet existant, ce déjà là, pour le rendre également sobre et résilient. Donc, il y a une dimension patrimoniale qui est évidemment à adresser, qui est très importante, et ça fait partie des grands chantiers, en fait, de ce siècle, des grands chantiers pour les architectes et les bâtisseurs. Et avec ici donc des logements, des services publics, un centre du patrimoine, un musée, une galerie commerciale, des bureaux, un lieu de vie totalement innovant qui verra le jour donc d'ici 3-4 ans. Voilà, un lieu de vie innovant qui est en plein chantier et je tiens à saluer en tout cas toute la collaboration qui a été faite avec le bureau Archipat, architecte du patrimoine, et avec la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. On peut montrer aujourd'hui qu'on peut créer une solidarité énergétique entre le patrimoine d'hier et le patrimoine de demain. On va voir un jardin secret. Direction Montpellier avec justement... Voilà, un projet qui est en chantier aussi. On est au cœur de la cité créative de Montpellier. Vincent. Donc ici, il s'agit également de réhabiliter le déjà là. On est sur les anciennes casernes militaires de Montpellier, où avec l'architecte en chef de West 8, qui vient de Rotterdam, on a travaillé sur des bâtiments très tramés, mais en même temps qui essaient de réinventer l'art nouveau. Moi, je suis originaire de Bruxelles, j'ai toujours été inspiré par l'architecture de Victor Horta, de Paul Ancar ou d'Antonio Gaudí à Barcelone, et j'ai voulu faire en sorte de prouver qu'aujourd'hui, on pouvait construire des logements abordables pour les primo-accédants en intégrant les énergies renouvelables, en intégrant le bioclimatisme, la ventilation naturelle. Et par exemple, ici, on propose de venir recycler les eaux grises qui proviennent de la douche qu'on prend tous les matins pour venir irriguer au goutte à goutte le cœur d'îlot qui est en pleine terre pour laisser les eaux pluviales accéder aux nappes phréatiques et pour venir arroser les toitures végétales et l'ensemble des balcons végétalisés qui viennent entourer les loggias. Et donc, ce mieux vivre, cette vision écologique, elle n'est plus du tout punitive, elle est désirable et aujourd'hui accessible au prix du marché, malgré les crises sanitaires, malgré l'inflation, au plus grand nombre. Arnaud, complément. Alors, je ne sais plus qui a dit le beau est un projet politique, mais en fait, on est là-dedans. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir une architecture qui est en effet désirable, qui est belle, qui est esthétique, qui reprend les grands standards des grands architectes internationaux qui ont fait l'histoire de l'architecture, mais qui en même temps intègre la végétalisation, qui est résiliente, qui est sobre et qui est solidaire. Donc, l'idée, c'est de mixer tout ça. Et là, avec ce projet, on est vraiment de plein pied dans la ville de demain, parce qu'il y a tous ces éléments qui sont réunis et qui donnent vraiment donc une nouvelle modalité urbaine
vraiment inédite, quoi. Très bien. Alors, voilà, on a vu 4 exemples. Maintenant, si on prend un peu de hauteur, justement, comme Ville 2050, il faut à la fois garder une âme d'enfant, peut-être pour se projeter, mais aussi être extrêmement lucide sur ce que l'on peut faire et ne pas faire. Avec votre expérience à tous les deux, et bien sûr vous, Vincent, qui travaillez à la fois à l'international, mais aussi en France, quelles sont les différences en matière d'exemplarité ou de demande par rapport aux normes environnementales? Quelles sont les différences pour construire? Donc aujourd'hui dans le monde, avec les Green New Deal européens, américains ou même asiatiques, on va dire que tout le monde s'est fixé comme objectif de devenir neutre en carbone d'ici 2050. Ça veut dire que d'ici 2050, on ne va plus émettre plus de gaz à effet de serre que la nature, à l'état originel, n'est capable d'en digérer, grâce notamment aux océans ou aux forêts primaires. Pour arriver à cela, il nous reste plus que 25 ans finalement pour accélérer l'innovation. Et donc, nous, on adore travailler avec les normes, on adore travailler avec les contraintes. Parce que plus on a de contraintes et plus on a de normes, plus on arrive finalement avec les municipalités, avec les développeurs privés à construire, à dessiner des projets exemplaires, c'est-à-dire des projets bas carbone, des projets qui viennent revitaliser l'économie locale en travaillant avec les artisans, avec les matériaux qui proviennent des différents contextes là où on travaille, et finalement en créant des architectures qui viennent réapprivoiser la nature. Pas simplement une nature cosmétique, mais aussi une nature alimentaire sous forme d'agriculture urbaine qui vient s'intégrer dans l'ensemble de nos projets. Et donc, nous, notre but, c'est toujours d'associer le meilleur du low-tech, c'est-à-dire les technologies passives, pour finalement consommer à minima, baisser l'empreinte carbone, et les associer avec le high-tech, notamment avec les énergies renouvelables et l'IA, pour faire en sorte d'avoir des bâtiments qui soient parfaitement sculptés en fonction des données climatiques, géologiques et naturelles des lieux où on travaille. Et donc cette trousse à outils, eh bien, on veut vraiment la bousculer et dire que c'est en associant finalement les pires ennemis, le low-tech et le high-tech, qu'on va véritablement arriver à démocratiser l'architecture écologique. Beaucoup sont convaincus, disent que c'est le sens de l'histoire, mais il y a aussi, quand on entend la baisse des permis de construire, c'est pas évident. Arnaud, votre sentiment? Alors oui, il y a une crise, en effet, ça on le sait, parce qu'il y a un contexte macroéconomique qui est difficile, mais je pense que l'heure du choix est depuis très longtemps derrière nous. On n'a pas le choix. C'est pas un luxe, c'est pas juste esthétique ou c'est pas de la fantaisie. Il y a une nécessité de transformation qui est absolue, qui doit être rapide et radicale, et avec même une vitesse qui n'a jamais été observée jusqu'à présent dans l'histoire. Voilà, c'est un enjeu vraiment civilisationnel pour que on puisse en gros continuer à habiter sur Terre de façon correcte et vivable. Donc à tous ceux qui voient des freins, il faut maintenant les transformer en opportunités et il faut avancer, passer la seconde. C'est très important. C'est l'enjeu du siècle. Cette transformation, on va dire, écologique globale dans laquelle s'inscrit la transformation urbaine, c'est l'enjeu de notre 21e siècle. Produire des logements à la fois écologiquement responsables, socialement inclusifs, économiquement abordables. C'est votre credo, Vincent? C'est vraiment l'enjeu de notre métier d'urbaniste et d'architecte. Donc, de toute façon, on vivra toujours à travers des crises. Et donc, on aura toujours la bonne excuse de dire on n'a pas réussi à le faire. Mais pour moi, la crise, elle est source d'inspiration pour innover. Par exemple, à Lausanne, on va bientôt construire le projet qui s'appelle l'Esser. Et c'est un projet de réparation de la banlieue. Parce que la banlieue, finalement, c'est un territoire qui a toujours été abandonné entre les centres-villes et les maisons individuelles, 4 façades avec jardin privatif à la campagne. Et cette banlieue, on vient la réparer en mettant en œuvre le concept de la ville du quart d'heure, en venant faire en sorte que, à moins de 15 minutes à pied ou à vélo de chez soi, on ait accès à des lieux de coworking, à des lieux de loisirs, à des fermes urbaines, pour finalement mieux vivre ensemble. Et ce type de bâtiment, aujourd'hui, on vit une accélération de la construction hors site, notamment avec la construction modulaire en bois, et on utilise des bois locaux, et on s'inspire par exemple aussi des cultures étrangères, comme le Shusukiban, qui présente des façades en bois torréfié, qui sont très résistantes aux attaques de champignons ou aux attaques d'insectes sous des climats tempérés comme le nôtre. Et donc finalement, eh bien voilà, si on n'avait pas eu des crises sanitaires et économiques, on n'aurait pas inventé des nouveaux modes constructifs qui permettent finalement de standardiser l'écologie. Et donc pour moi, la crise est opportunité et on vivra toujours à travers des crises. Les nouveaux usages, les nouvelles façons de vivre et d'habiter, Arnaud, il y a une émergence aussi, il y a une envie, il y a un mouvement
qui est lancé? Oui, bien sûr, parce que en plus de la crise écologique dans laquelle nous baignons actuellement, il y a aussi une transformation de la société, il y a aussi des nouveaux besoins. Et donc, évidemment, l'architecture et la ville doivent s'adapter à ces nouveaux besoins. C'est ce qui fait aussi qu'on trouve de nouvelles modalités, de nouvelles façons d'habiter. Il y a la restructuration de la famille, notamment. Voilà, donc il faut aussi répondre à tout ça. Et il faut être dans l'inclusivité pour que cette nouvelle façon de construire, elle profite absolument à tout le monde, qu'elle ne soit pas exclusive et réservée à certains. Voilà, le réchauffement climatique va concerner absolument tout le monde, même ceux qui pensent qu'ils ne vont pas être touchés. Donc il faut être dans l'inclusivité et la solidarité. Voilà. Sur les nouveaux modes constructifs, les nouveaux matériaux, quels sont-ils, Vincent? Donc par exemple sur les nouveaux modes spatiaux, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, notamment quand on dessine du logement et du bureau, c'est de ne plus avoir de murs, de ne plus avoir de gaines, de ne plus avoir de poteaux au milieu des plateaux. Pour faire par exemple des logements sous forme de poupées russes, c'est-à-dire des logements intergénérationnels où toute la technique passe à l'horizontale dans des doubles planchers pour faire en sorte d'avoir des salles de bain et des cuisines à roulettes qu'on vient plugger où l'on veut en fonction de l'évolution de la cellule familiale. Il faut par exemple voir des projets qu'on développe en Asie du Sud-Est qui sont présentés dans le livre, comme le projet de Rainbow Tree, l'arbre arc-en-ciel, qui présente un habitat intergénérationnel où chaque membre de la famille peut trouver son intimité, mais aussi des espaces de partage pour mieux vivre ensemble. Il en est de même pour les espaces de bureaux que l'on crée aujourd'hui. On essaie de trouver des trames réversibles, car plus un bâtiment est réversible, plus il va traverser par définition les décennies, et plus il sera mutable, moins il va consommer d'énergie grise, c'est-à-dire d'énergie qu'on a besoin pour produire les matériaux de construction et construire ces bâtiments. Le bois aussi qui se développe énormément, y a-t-il d'autres éléments, justement, de matériaux peut-être? Le bois, c'est un enjeu fondamental. Je vais juste m'attarder 2 secondes dessus, parce que le bois, il a un super pouvoir, il peut séquestrer le carbone. Voilà. Et en plus, il y a un autre avantage, c'est une ressource renouvelable, c'est-à-dire quand on coupe un arbre, on peut en planter un. Donc quand on construit en bois dans des forêts qui sont situées à proximité pour dépenser émettre moins de CO2 possible pour amener du bois, et quand cette forêt est gérée durablement, on multiplie les bénéfices liés à ce matériau. Voilà. Ensuite, on a fait beaucoup de progrès pour tout ce qui est de l'ordre du recyclage, en fait, du béton recyclé, l'aluminium recyclé, l'acier recyclé. L'idée aussi, le grand sujet, c'est de sortir de l'économie linéaire pour passer dans l'économie circulaire. Donc, privilégier le réemploi. L'économie linéaire, elle produit les mêmes résultats partout dans le monde, elle détruit les sols et les écosystèmes, elle génère énormément de CO2 parce qu'il faut ramener les matériaux qui ont été sortis de terre jusqu'aux usines pour les transformer en produits, pour ensuite les emmener sur des milliers de kilomètres pour qu'ils soient commercialisés. Avec l'économie circulaire, on change complètement de paradigme et on rentre dans quelque chose qui est à 100% vertueux puisqu'on réutilise les ressources qui sont présentes sur le territoire. Y a-t-il dans le livre peut-être des projets qui sont à l'arrêt ou qui vont repartir, où vous attendez différentes choses, Vincent? Alors, pour faire le lien avec l'économie circulaire, j'aime beaucoup parler du livre qui s'appelle Land Art, qu'on développe dans le Luberon. En fait, c'est des maisons qui sont construites en terre crue et en paille et qui sont complètement fondues dans le paysage. C'est un projet qui avait été à l'arrêt et qui aujourd'hui va bientôt rentrer en chantier début 2025. Aussi, mon agence, en fait, au début, quand j'ai exposé mes projets à l'exposition universelle de Shanghai en 2010, on s'était fait connaître pour des projets de ferme verticale au milieu de New York, et surtout pour des projets de villes flottantes. Parce qu'il faut savoir que d'ici d'ici la fin du siècle, on sera presque 12 milliards d'habitants sur Terre et on aura plus de 1,2 milliard de réfugiés climatiques, c'est-à-dire des êtres humains qui vont devoir quitter leur terre parce qu'on aura subi la montée des eaux et que cette montée des eaux salées va produire une neutralité dans les terres agricoles. Et donc, nous, par anticipation, on a toujours voulu essayer de proposer une innovation forte en disant on ne va pas construire contre la nature en construisant par exemple des polders comme le Grand Palmier à Dubaï ou des digues protectrices comme on l'a fait à l'entrée de Rotterdam ou d'Amsterdam. On va construire avec la nature, on va construire des structures flottantes qui vont respecter les biotopes sous-marins et qui vont peut-être prôner une nouvelle civilisation, non plus les terriens mais les mériens qui vont habiter sur la mer. Moi j'ai travaillé avec Jacques Grougerie qui est finalement le chef de file
du biomimétisme en France, qui a beaucoup travaillé sur le milieu marin. Et aujourd'hui, c'est toujours une demande récurrente qu'on a depuis les Maldives, depuis la municipalité de Kiribati, depuis la ville de Séoul, depuis le Japon. Et on travaille et on essaie toujours d'améliorer finalement les habitats flottants, parce qu'on sait que de toute façon, on va devoir en construire. Sur les habitats flottants, Arnaud, c'est ce que disait Vincent, c'est un enjeu majeur en effet, avec 2 milliards de réfugiés climatiques. Il y a le fameux trait de côte, donc le fait que l'eau monte et elle modifie, elle va engloutir en fait littéralement des portions, y compris en France, de territoire. Le bassin de la Seine, par exemple, ça peut être un très bon exemple, mais il n'y a pas que ça. Il y a par exemple ce qu'on appelle le wet bulb, qui est, alors le corps humain est super pour résister aux grosses chaleurs, super pour résister à l'humidité, pas les deux ensemble. Ce qui fait que quand il fait très chaud et très humide à la fois, en fait, le climat devient mortel pour l'homme, réellement. Et donc là, ça concerne énormément de gens, les zones tropicales, subtropicales, etc. Donc on voit bien il faut anticiper ce problème-là. Il va y avoir des déplacements de population extrêmement importants, des gens qui ne pourront plus vivre là où ils vivent. Et ça, il faut l'anticiper. Et si on ne le fait pas maintenant, si on attend d'être au pied du mur, quand le phénomène va vraiment se produire et devenir massif, on va avoir des gros problèmes, quoi. Donc ce type d'architecture répond à le problème vers lequel on va en fait réellement. Et donc par exemple l'UNESCO à Paris ou l'Organisation des Nations Unies à New York organise annuellement des think tanks avec des ingénieurs, des architectes du monde entier pour penser finalement cette nouvelle civilisation qui va devoir vivre en tout cas presque de façon amphibie avec l'eau des océans. Et penser évidemment aux générations futures. Quels sont vos développements respectifs à tous les deux? Alors Vincent, bien sûr, il y en a beaucoup. Arnaud, sur quoi travaillez-vous en ce moment et vos projections? Écoutez, moi je continue mon travail en fait de journaliste sur les questions urbaines, notamment pour un magazine qui s'appelle l'ADN. J'ai différents livres en chantier, mais je ne vais pas en parler parce que c'est pas encore concrétisé. Voilà, donc c'est mon activité quotidienne. Très bien. Alors Vincent, là, les grands projets, est-ce qu'on peut en dévoiler aussi? Peut-être des choses qui ne sont pas sorties et qui ne sont pas dans le livre Ville 2050. Donc actuellement, on travaille beaucoup dans les pays du Moyen-Orient, pour justement dans ces climats où il fait très chaud, ils connaissent déjà des étés à 55 degrés, on travaille pour voir comment l'architecture bioclimatique peut faire en sorte de limiter la ventilation climatique, la ventilation artificielle, pardon, et construire finalement toujours mieux avec moins. Aussi, nous, ce qui nous intéresse beaucoup par rapport à un projet qu'on a développé à Mossoul, c'est le fait de reconstruire les villes en guerre à partir des débris, en utilisant les gravats comme nouvelle ressource pour imprimer en 3D des bâtiments. L'impression 3D, on l'a déjà beaucoup utilisé dans le projet de Dubaï qui s'appelle du Green Arch qu'on a présenté en début d'émission. Et aujourd'hui, on a été appelé notamment pour travailler sur la ville de Kharkiv pour voir comment on pouvait revoir cet urbanisme en respectant le patrimoine historique, même s'il a été en partie démoli, mais en respectant la culture du lieu et en venant mixer cette culture du lieu avec l'architecture écologique pour essayer finalement d'apporter des solutions concrètes, très pragmatiques à des populations qui en ont encore plus besoin que nous. Et pour revenir à la France, est-ce qu'on est à la hauteur, selon vous, des enjeux véritablement sur la transition écologique, la rénovation, l'architecture, le rapport entre les élus, la population? Est-ce qu'on est à la hauteur des enjeux ici, Arnaud? On n'est pas encore tout à fait à la hauteur des enjeux, non. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faut davantage, je pense, déjà de pédagogie, il faut davantage de concertation aussi. Moi, je vais vous citer un exemple très simple. J'étais à Besançon, parce que je donnais une conférence pour les cadres de la ville il y a quelques semaines. Et ils n'ont pas pu mettre du double vitrage sur les bâtiments classés monuments historiques. Ils ont eu un veto, juste du double vitrage. Donc je pense qu'il va falloir qu'il y ait un travail vraiment de tous se mettre ensemble pour réfléchir et décider, en incluant bien sûr les citoyens. Ouais. Mais oui, il y a une prise de conscience et on a avancé, c'est sûr, mais il va falloir passer la seconde très rapidement. Donc c'est vrai que la pédagogie, elle passe notamment par l'écriture du livre Ville 2050, mais nous, on a véritablement changé de métier. Moi, j'ai travaillé pour Massimiliano Fuksas, pour Claude Vasconi, qui étaient des architectes stars, comme on les appelait à l'époque. Aujourd'hui, nous, on est plutôt devenus des chefs d'orchestre entre la municipalité, les opérateurs privés et les citoyens. Vous êtes des metteurs en ville.
Exactement. Par exemple, il y a un projet à Lille pour la rénovation d'anciens bâtiments des années 60. Et le but, en fait, nous, c'est qu'on a fait des consultations avec les habitants de ce quartier. Avant le premier coup de crayon, on leur a dit « Mais qu'est-ce que vous voulez comme ville? Qu'est-ce que vous voulez comme quartier? Qu'est-ce que vous voulez comme fonction, comme nouveaux usages ?» Et donc, on a d'abord développé en tant qu'architecte un programme avec le promoteur pour ensuite développer le projet. Et nous, en amont les habitants. Voilà, finalement, on a vraiment maintenant un métier de démocratie participative. Pareil pour le projet d'Aix-les-Bains, c'est un projet que j'ai dû présenter plusieurs fois au Palais des Congrès devant tous les habitants. Et ce sont les habitants, et non pas le maire ou le milieu politique, qui a choisi le projet le plus vertueux pour la ville. Et donc, moi, je trouve ça assez magique. Et ça montre aux habitants que finalement, l'écologie est entre leurs mains et qu'elle est vraiment accessible. Dans quel état d'esprit seront les habitants de ces villes 2050 ? Je pense qu'ils pourront être fiers de se dire que malgré le fait de vivre dans un monde qui est déchiré par les guerres, qui est polarisé par des politiques de plus en plus extrémistes, qui est secoué par des crises sanitaires et économiques, qu'ils ont réussi, notamment en Europe, à devenir des leaders de la transition écologique et sociétale. Oui, ils pourront dire merci à ceux qui les ont précédés, qui ont transformé les villes pour les rendre végétalisées, résilientes et plus humaines. Voilà, parce qu'ils vivront dans ce cas-là dans des villes, en effet, qui sont adaptées au réchauffement climatique et qui peuvent encaisser le choc, quoi. Eh bien, merci, un grand merci à tous les deux. Merci beaucoup. Pour vos éclairages et donc pour ce livre Ville 2050 aux éditions Erol, on le signale quand même. Vincent Calbeau, merci beaucoup. Merci Olivier. Arnaud Pagès, merci infiniment. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.